Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour la grande édition de la mi-journée sur Eden TV. Voici les titres. Les candidats au BEPC, brevet d'études du premier cycle, composent depuis ce matin sur l'ensemble du territoire national. Ils sont au total 200 010 candidats répartis dans 267 centres de composition. Victoire des écureuils du Bénin ce dimanche sur les Équato-Guinéens en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Gabon 2017. Le score de la rencontre 2-1. Et puis au Niger, les habitants de Niamey expriment leur inquiétude après l'attaque massive de Boko Haram à Bosso, dans le sud-est du pays. Les titres à développer dans un instant. Bienvenue dans cette édition. L'examen du BEPC a démarré ce lundi 13 juin 2016 sur toute l'étendue du territoire national. 200 010 candidats, dont 84 912 filles et 115 098 garçons, composent pour le compte de cet examen. Le lancement officiel des épreuves a eu lieu au lycée Koulibaly à Cotonou. Voici le reportage de Fréjus Serroulan. Déjà à 7h30 au centre d'examen du lycée Koulibaly, la majorité des candidats à la quête du brevet d'études du premier cycle BEPC inscrits dans ce centre étaient déjà installés dans les salles de composition. Peu après 8 heures, une délégation conduite par le ministre de l'Enseignement secondaire, Lucien Kokou, a lancé officiellement l'examen du brevet d'études du premier cycle dans la salle D17 du lycée Koulibaly. Vous avez fait des devoirs en classe, examen blanc, et vous avez fait des séances de TD. Donc aujourd'hui, vous devez prouver que tout ça là, la synthèse c'est aujourd'hui. Donc vous devez le prouver. Donc il n'est pas question d'avoir peur, c'est la même chose. Ce que vous avez fait tout le temps, c'est ça qu'on va vous demander. On vous souhaite vraiment de la concentration. Il faut bien se concentrer et lire et suivre les règles indiquées. Vous allez voir que c'est ça seulement, c'est tout ce qu'on nous demandait. OK? Alors du courage et bonne chance à tout le monde. Quant à Luc Ahoya, il a saisi l'occasion pour dévoiler les statistiques relatives au BEPC dans son centre. Tout se passe très bien, il n'y a pas d'incident. Le nombre d'inscrits pour le centre du lycée technique Koulibaly est de 724 candidats répartis en 24 salles. Aujourd'hui, au moment où nous sommes actuellement, ils ont commencé par plancher dans la communication écrite. Après, suivra la lecture et dans la soirée, l'histoire et géo. Maouyon Kakpo, présent dans la délégation du ministre, fera le même exercice à propos du BEPC au plan national. Le BEPC session de 2016. Cet examen regroupe 200 010 candidats cette année, répartis sur 267 centres de composition sur toute l'étendue du territoire national. Et cet effectif représente un pourcentage d'accroissement de 12,47% par rapport à l'effectif de l'année dernière. Et nous avons opéré une création de 15 nouveaux centres compte tenu de cet accroissement. Et nous comptons parmi les candidats 115 101 candidats garçons et 84 912 candidates filles. La délégation du ministre est ensuite ébranlée pour d'autres centres d'examen pour constater le bon déroulement du BEPC dans ces centres. Il s'est ainsi rendu au CG d'Apapa Centre et dans celui du CG de Segbeya. Lucien Kokou a terminé sa tournée au centre de promotion sociale des aveugles et amblyopes où les candidats de ce centre sont également à la recherche du brevet d'études du premier cycle BEPC. On poursuit cette édition avec d'autres actualités. Le Bénin a dominé hier dimanche en clôture de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2017. Les écureuils ont battu 2-1 le Nzalang national.
L'ouverture du score est intervenue à la 25e minute grâce à Khaled Adenon suite à un coup franc tiré par Jordel Dossou. Le même Jordel Dossou offrira la balle de la victoire à David Djigla en seconde période. Entre-temps, les Équato-Guinéens ont égalisé. Score final 2-1 en faveur des Écureuils. Le Bénin, avec cette victoire, occupe la deuxième place avec 11 points derrière le Mali qui totalise 13 points. Après 3 jours de réflexion au sujet de la femme dans le domaine scientifique et l'impact qu'elle peut avoir sur la communauté, le réseau des femmes scientifiques Wafari Bénin a organisé samedi un déjeuner à l'Institut biomédical appliqué de Cotonou. À l'occasion de la première édition, l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin et le ministre de l'Enseignement supérieur sont revenus sur l'importance d'encourager les filles à entreprendre des études scientifiques et technologiques. On les écoute. Au Bénin, pour ne parler que du cas précis de l'Université d'Abomey-Calavi, les femmes ne représentent que 11,4% dans le corps des enseignants-chercheurs. Cette situation découle principalement de mentalités et de stéréotypes qui empêchent les filles d'entreprendre des études scientifiques et technologiques. En conséquence, les femmes sont sous-représentées sur le terrain de la recherche scientifique qui reste largement dominé par les hommes. À cet égard, il me vient à l'esprit la devise du concours international « Les femmes et la science » qui dit, je cite, « Le monde a besoin de la science a besoin des femmes ». Nous croyons que l'accès aux disciplines scientifiques et la pleine participation des femmes et des filles dans les sciences est un enjeu majeur en termes d'égalité et d'autonomisation des femmes. Femmes universitaires, vous engendrez ainsi l'esprit de travail en commun et de mentorat des femmes par les femmes. Je suis persuadée que ce flambeau né au cours du forum Wafira des femmes en sciences en avril 2016 restera définitivement allumé grâce à cette concrétisation. Je veux nommer le déjeuner scientifique du réseau des femmes scientifiques du Forum Wafira. Je voudrais, à l'instar de ce déjeuner, voir les femmes chercheurs des différentes universités du Bénin travailler ensemble. Je voudrais les voir former des groupes thématiques de recherche compétitifs au sein desquels la promotion de l'idéal scientifique se fait au détriment des divergences. Je voudrais voir enfin les femmes chercheurs de nos différentes universités contribuer au développement du Bénin avec les résultats de leurs travaux de recherche, mais aussi à travers la communication de la science à leurs pairs, aux plus jeunes et à nos populations à la base. En prélude à la célébration de la Journée mondiale de la population le 11 juillet prochain, le Centre de formation de recherche en matière de population, CFOP, une institution de l'Université d'Abomey-Calavi, a lancé vendredi le mois de la population. La cérémonie de lancement a connu la présence des enseignants-chercheurs, des experts, des étudiants, des acteurs des collectivités locales et des cadres de l'Agence nationale de protection civile. Cette cérémonie s'est déroulée à la salle de conférence de l'École nationale d'économie appliquée et de management ENIAM de Cotonou. C'est parti pour la 3e édition du mois de la population au Bénin. Organisée par le Centre de formation et de recherche en matière de population CFOP, cette initiative a pour objectif de réfléchir sur des questions de population qui sont au cœur de la lutte contre la pauvreté et la promotion du développement durable. Elle permet aussi au CFOP de préparer la Journée mondiale de la population célébrée chaque 11 juillet. Pour optimiser les chances d'atteindre les objectifs de cette journée, le Centre de formation et de recherche en matière de population de l'Université d'Abomey-Calavi a pris l'option depuis 2014 de célébrer dans la durée cette journée mondiale de la population à travers un ensemble de manifestations scientifiques durant le mois précédant la journée proprement dite, d'où la naissance du mois de la population au CFOP. Le menu de ce mois de la population au Bénin, dont le thème général est protection sociale, est constitué de conférences-débats, de projections de films documentaires sur des problématiques liées aux questions démographiques dans plusieurs domaines, dont les domaines les plus importants sont la santé, l'éducation et l'agriculture.
Durant ces 4 semaines, des enseignants-chercheurs, des experts d'institutions nationales et internationales proposeront des conférences et animeront des débats sur les grands enjeux démographiques à l'échelle du Bénin et de l'Afrique autour des thématiques ci-après. 1. Protection sociale. 2. Agriculture et développement. 3. Population, énergie et développement. Et 4. Gouvernance locale et développement. La cérémonie de lancement de la 3e édition du mois de la population au Bénin, en dehors des allocutions, a été marquée par les communications, la plus importante à porter sur la responsabilité des communes dans la gestion des phénomènes comme l'inondation et l'érosion côtière. Info hors du Bénin, les habitants de Niamey expriment leur inquiétude après l'attaque massive de Boko Haram à Bosso, dans le sud-est du pays. Face à cette situation, le coordinateur humanitaire des Nations Unies au Niger a appelé ce samedi la communauté internationale à mobiliser des ressources pour la crise humanitaire née après les attaques de Boko Haram. Selon les autorités nigérianes, 26 soldats avaient été tués la semaine dernière dans un assaut lancé par le groupe djihadiste Boko Haram. Écoutons quelques propos. On est frontalier avec le Nigeria et les gens meurent là-bas. Donc nous aussi on a peur. C'est des hommes capables qui peuvent faire quelque chose, mais ils font un coup de main. C'est normal que dans cet espace-là naissent des mouvements de ce type, du fait justement que c'est des zones qui sont marginalisées, où l'État investit le moins, où l'État lui-même est parfois très mal perçu. Ces familles attendent, certains n'ont pas d'abri, c'est en dessous des arbres, comme je l'ai souligné, sous des conditions torrides. Notre assistance sur ce plan porte d'abord sur l'eau. Si on ne fait pas attention, cette crise qui a une dimension régionale aura une incidence sur les pays du lac Tchad qui peut être une incidence très grave, durable et avoir un impact plus important. Vaut mieux donc qu'on puisse se mobiliser présentement. Toujours sur le continent, selon une étude menée en 2013 par l'ONG Food for All, plus d'un quart de la nourriture est gaspillée au Ghana. Et c'est pour permettre aux plus démunis d'avoir accès à la nourriture que l'organisation créée par Elijah Addo s'est investie à recycler le surplus des aliments jetés dans les poubelles. Reportage. Comme dans les plus riches pays occidentaux, au Ghana aussi, les poubelles sont pleines de richesses gaspillées dans les denrées alimentaires, alors que plus d'1 million d'enfants ghanéens ne sont pas correctement nourris par leur famille, selon une étude de l'UNICEF en 2016. Et c'est pour mettre fin à cette situation que le chef ghanéen Elijah Amouado a lancé depuis quelques années une organisation non gouvernementale, Food for All Ghana, qui collecte les surplus alimentaires afin de les distribuer aux plus démunis. Avant que le programme de Food for All ne commence, la plupart des organisations bénéficiaires comme les hôpitaux psychiatriques obtenaient difficilement de la nourriture pour leurs patients parce qu'ils dépendent de la bienveillance des personnes et de leurs dons qui n'arrivent pas toujours. Mais avec le début de Food for All, on complète ces dons en récupérant régulièrement de la nourriture afin de pouvoir nourrir nos bénéficiaires. Nous croyons que l'Afrique produit assez de nourriture complétée avec ce que nous importons pour compléter notre production alimentaire. Cependant, les failles au sein de notre chaîne d'approvisionnement alimentaire fait que 40% de la nourriture finit en gaspillage alimentaire au sein de la chaîne d'approvisionnement. En tant qu'organisation qui gère la première banque alimentaire d'Afrique de l'Ouest au Ghana, à un rythme hebdomadaire, nous récupérons près de 15 000 $ en produits alimentaires qui auraient été gaspillés tout au long de notre chaîne d'approvisionnement au Ghana. L'un des objectifs de Elijah Addo est que chaque Ghanéen puisse manger à sa faim, qu'il s'agisse d'orphelins, des handicapés, des toxicomanes, des malades mentaux ou des laissés pour compte. Mais le fondateur de l'ONG nourrit d'autres ambitions au-delà du Ghana. Dans 5 ans, Food for All deviendra le programme alimentaire mondial de l'Afrique. Il deviendra une organisation mondiale de distribution d'urgence pour les pays du continent et aussi optimisera notre chaîne d'approvisionnement afin de réduire le gaspillage de nourriture au cours de la chaîne d'approvisionnement.
Alors que plusieurs orphelinats accueillent des enfants qui n'arrivent pas à nourrir, l'action de Food for All est la bienvenue. Donner de la nourriture pour aider des personnes en besoin est aussi une très belle manière d'aider la société. Parce que quand vous voyez les orphelins dans les orphelinats, et permettez-moi de dire que les personnes physiquement limitées peinent parfois à arriver à leur fin pour répondre aux besoins journaliers lorsque vous leur distribuez la nourriture. C'est au moins une bonne façon de contribuer à la société. Donc, en ce qui nous concerne, ça a été bénéfique pour nous et aussi pour la cause de la Food for All Africa. Nous parlons toujours aux enfants de la conservation des aliments, de comment faire un bon usage du peu qu'ils ont, car vous avez des enfants dans la rue qui n'ont pas accès à ce qu'ils ont maintenant. Donc, nous continuons à leur dire qu'ils devraient faire bon usage de la nourriture qu'ils ont actuellement afin d'en garder pour demain. Et ils peuvent également aider les enfants qui ne sont pas privilégiés comme eux. Réduire le gaspillage alimentaire de 15% au Ghana pourrait permettre de nourrir plus de 7 millions de Ghanéens selon l'organisation qui estime déjà avoir fourni 48 000 repas gratuits au cours des 3 dernières années. Direction Afrique du Sud, 40 ans après le soulèvement de Soweto réprimé par le régime de l'apartheid, des Noirs et des soldats blancs se rappellent de ce moment douloureux dans l'histoire sud-africaine. En effet, le 16 juin 1976, de milliers d'écoliers et d'étudiants avaient manifesté dans le township de Soweto pour protester contre l'introduction d'un enseignement dispensé en afrikaans, la langue des oppresseurs blancs. La répression avait fait plus de 500 morts en quelques mois. Un tournant décisif dans la lutte contre le régime raciste qui a finalement terminé en 1994. En Inde maintenant, hors donc du continent, des femmes musulmanes dénoncent la pratique du talaq. C'est une pratique islamique qui permet aux hommes musulmans d'obtenir le divorce instantané. Elle est pourtant bannie dans de nombreux pays musulmans. Voici le reportage. 3 mots ont suffi pour faire de Sadaf Mehmoud une mère célibataire. Son mari a unilatéralement mis fin à leurs 5 ans de mariage en écrivant le mot talaq 3 fois dans une lettre. Une pratique dérivée de la loi islamique et garantie par une ancienne loi britannique toujours en vigueur en Inde. Officiellement laïque, le pays a des lois familiales séparées pour les communautés religieuses. Sans emploi et ressources, Sadaf a dû retourner chez son père. C'est juste un jeu pour eux. Ils ne se soucient pas de nos vies, de leurs responsabilités, rien. Il s'est remarié, il est heureux. Il n'est jamais revenu vers nous. Il ne regarde même pas ma fille. Dans un pays qui compte 155 millions de musulmans, des milliers de divorces instantanés ont été prononcés. À l'inverse des hommes, les femmes doivent faire appel à un responsable religieux. À 26 ans, Shesta Ali élève ses 2 fils sans soutien financier. Son beau-père, une figure religieuse locale, a fait pression pour le divorce, après 6 ans de mariage. Il nous a convoqués pour parler de nos problèmes domestiques, mais il a brutalement changé et a commencé à frapper mon mari. Sa famille lui a dit qu'il favorisait sa femme. Ils m'ont traité de menteuse, ils m'ont dit qu'il devait divorcer, ils l'ont forcé à dire talaq. Ils m'ont battue et je me suis évanouie. Une divorcée a décidé de demander à la Cour suprême d'interdire le triple talaq, accusant les hommes d'abuser de la loi. Pour les partisans de l'interdiction, la procédure de divorce mentionnée dans le Coran doit durer 90 jours et ne peut pas être instantanée. Cette méthode n'est nulle part mentionnée dans le Coran. Donc si notre religion ne nous autorise pas à divorcer comme ça, pourquoi est-ce que notre société l'accepte? Beaucoup de pays musulmans comme le Bangladesh ont interdit cette pratique. Mais en Inde, où le gouvernement hindou milite pour une loi civile unique, des organisations musulmanes redoutent que l'interdiction fragilise leur identité. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention et bonne suite des programmes sur Eden Télévision.